Je glisse entre deux carcasses de satellites éventrés, leurs panneaux arrachés oscillant comme des ardoises spectrales. Ma corvette topologique résonne de vibrations sèches, chaque pli d'espace qu'elle amorce frémissant dans mes os. La ceinture de débris Kessler n'est pas un lieu où l'on navigue, c'est un océan de couteaux flottants qui attendent le moindre faux pas. Pourtant, je n'ai pas le choix, c'est ici que se cache le point d'amorce du choc périgéal. Les capteurs gravitoniques peinent à stabiliser un signal dans ce chaos. Des lignes de force s'entortillent comme des serpents invisibles, se croisent, se contractent autour de mon vaisseau. J'ai appris à les sentir plus qu'à les lire. Une contraction dans le plexus, un goût métallique sur la langue, c'est ainsi que je perçois le maillage des architectes silencieux. Même morts depuis des ères, ils ont laissé des empreintes qui nous chuchotent encore à travers le vide. Une ombre passe sur ma verrière, mais il n'y a rien à voir. Juste une variation du champ de gravité. Je plisse les yeux, inutilement, comme si je pouvais deviner leur dessin. Au même instant, la corvette déplie une fraction de topologie, l'espace craque, s'étire, puis se resserre. Je franchis d'un battement une distance qui autrement me demanderait des kilomètres. Les épaves se disloquent, leurs fragments virevoltent et l'acier hurlant effleure notre coque. Maintiens la coque souple, souffle et jeu à l'intelligence embarquée, une ombre sans nom qui partage mes sens. Elle répond par un frisson du plancher, un accord subtil qui me rassure. Nous glissons encore, rasant des débris chargés de mines automatiques que nul n'a désactivées depuis des siècles. Elles n'ont plus de maître, mais leur instinct de destruction perdure. Le signal se précise. Pas un accident, pas une turbulence naturelle du champ orbital. Quelqu'un ou quelque chose manipule le nexus. Je vois nettement la distorsion, un motif régulier, une séquence d'ondes calées avec une précision impossible. Pas le hasard. J'éprouve une poussée de colère froide. Qui, au milieu de ce charnier orbital, joue avec des forces capables de broyer une lune entière? Je coupe les propulseurs, laisse la corvette stagner, suspendue dans le tumulte. Les fantômes de satellites glissent autour de moi comme des pierres dans une rivière. Les capteurs secondaires répercutent des échos aux formes polarisées, oscillations qui se meuvent dans le vide comme si elles possédaient une intention. L'espace lui-même semble écouter. Soudain la coque vibre d'un choc intérieur. Pas extérieur, intérieur. Comme si quelque chose explorait mes propres souvenirs par la paroi du vaisseau. Je ferme les yeux. Je sais où je suis malgré les taux des ombres intangibles. La signature est familière, architecte silencieux. Leurs balises. Leurs pièges. Leurs invitations. Je perçois un appel, ténu, presque doux. Une suggestion de plier plus loin, de franchir une autre strate que je n'ai jamais osé arpenter. Le manuel interdit de telles distorsions, même ceux qui m'ont confié cette corvette ne savent pas ce qui s'y trouve. Mais le signal répète son motif, insistant. J'ai peur, mais mon corps sait déjà que je vais céder. Je lance l'onde de pliage. Le vaisseau se tord, son squelette criant sous la torsion. Mes os craquaient eux aussi dans ma chair, comme s'ils résonnaient. Puis le silence. Un silence sans même un battement cardiaque. Devant moi, pas le vide connu, mais un reflet. L'univers miroir. Je le vois se déployer comme une toile d'huile fragmentée. Et dans cette toile, une autre moi. Un éclat de ma silhouette, assise dans une autre corvette. Elle me regarde. Elle ne devrait pas me voir, et pourtant elle me regarde. Son visage, mon visage, est creusé, marqué de cernes plus anciens que les miens. Ses lèvres s'entr'ouvrent, aucun son n'existe, mais ma poitrine répercute son chuchotement, « Tu ne devrais pas être ici ». Je sens une crispation dans la structure du nexus. Le choc périgéal s'accélère. Les singularités ne devraient pas se rencontrer avant plusieurs semaines, mais déjà les trajectoires s'enclenchent comme si une main invisible poussait les billes d'un billard cosmique. L'univers s'impatiente, ou bien on le force. Je regarde l'autre Kula. Ses mains s'agitent sur les contrôles, et derrière elle surgit une silhouette que je n'ai jamais vue, une entité d'ombre et de feu blanc, les contours brouillés par l'impossible. Les architectes silencieux. Ou bien une survivance autonome née de leur relique? Je ne sais. Je sais seulement que le reflet me fait signe, sortir, rompre le pli, revenir avant que les deux réalités se referment l'une sur l'autre. Mais si je repars maintenant, jamais je ne saurai qui tire les ficelles du nexus. Et alors là la fracture persistera en moi, comme une faille brûlante que rien ne comblera. Kula se tourne brusquement vers moi, ses yeux miroitant comme si un éclat d'étoile s'y était logé.
Écoute, dit-elle d'une voix étranglée, nous n'avons qu'un choix, soit nous restons spectateurs et le Nexus nous consumera, soit nous forçons l'entité à nous répondre. Mais je ne peux y parvenir seul. Son aveu me secoue, car jamais je ne l'ai vu douter, et c'est sans doute cela qui rend son appel plus poignant que la lueur du vide qui pulse derrière elle. Je hoche la tête, chaque fibre de mon corps tendue. Alors notre but est clair, Kula. Nous devons contraindre ce fantôme à parler, lui arracher la vérité de ce qui se joue dans la ceinture de débris Kessler. Au moment où je prononce ces mots, l'ombre-flamme s'avance, se fissure en éclats de prismes lumineux, puis s'immobilise, comme suspendu à notre décision. Je restais immobile dans le baquet de pilotage, la nuque raide sous la visière holographique, tandis qu'une vibration sourde parcourait la coque. La signature gravitationnelle surgissait des profondeurs de la ceinture de débris Kessler comme un battement aveugle, une pulsation étrangère. L'écho semblait calculé, non pas diffus comme l'aurait produit un résidu orbital naturel, mais ciselé, presque articulé. Quelqu'un hors quelque chose avait enterré là une balise déguisée en bruit de fond. Mes doigts se crispèrent sur les leviers du module topologique quand l'instrumentation suggéra une origine artificielle. Les architectes silencieux, était-ce cela que j'avais flairé? Je respirais lentement, modulant mon rythme cardiaque avec l'assistance bioneuronale du harnais. Autour de la corvette, les débris décrivaient une ronde ininterrompue, pans de stations volatiles, coques crevées, satellites incandescents, tous dérivant comme des squelettes métalliques dans une fosse commune orbitale. À chaque clignement d'œil, l'algorithme cartographiait l'espace proche, substituant aux épaves une réplique lumineuse en simulation. Le champ virtuel ressemblait à un jardin de fractures d'où jaillissait l'écho gravitonique, à peine perceptible. J'inclinai la corvette et fis plier l'espace, non d'un saut brusque, mais d'une flexion subtile, un repli topologique qui effleura les trajectoires mortelles des carcasses sans jamais les toucher. Les capteurs internes du navire grattaient mon oreille par une voix frémissante, un chœur synthétique, débordant d'échos parasites comme si les murs du vaisseau chantaient pour eux-mêmes. Ils m'avertissaient, dérive dans les flux, turbulence discontinue. Et pourtant, j'avançais. Une partie de moi renâclait, doutant du choix, mais je laissais la peur se dissoudre dans la concentration. Puis, l'onde étrangère se déploya brutalement, comme si ma simple approche avait déclenché une ouverture scellée depuis des éons. Les pulsations devinrent motifs, triangulation gravitationnelle, une sorte de langage géométrique. J'avançais encore, la gorge sèche. Oui, c'était bel et bien un signal, non un hasard. L'espace n'inventait pas de fractal aussi exact. Un fracas me coupa le souffle, un conteneur mort, détaché d'un essaim de débris, heurta la coque avant de la corvette, raclant le blindage. La résonance me fit vibrer jusqu'aux molaires. Mais l'écran demeura intact, son réseau énergétique ayant absorbé le choc. Je pris cela non comme une chance, mais comme un avertissement, approcher ce cœur invisible ne serait pas clément. Le plan holographique se mit à se tordre. La cartographie affichait une résille de lignes convergentes, spirale dansant dans le vide, et je sentis aussitôt qu'il ne s'agissait pas de trajectoires d'objets mais de lignes de force des vecteurs imposés, manipulés. Quelqu'un ouvrait un rideau de gravité juste devant moi, modulant l'orbite des débris pour que leur chemin compose un mandala. Je soufflai, architecte silencieux. Le mot s'éteignit aussitôt, étouffé par les résonances internes du vaisseau. La corvette gémit dans sa carcasse blindée. Je fis appel au moteur de pliage topologique, les champs coulissèrent en une superposition d'états. Autour de moi, par les panneaux du cockpit, je vis l'espace se plier comme un tissu que l'on froisse. Les fragments d'épave s'allongèrent, semblant se replier vers un lointain noyau. Ma gorge se serra. Je glissai dans cette faille d'angles impossibles, cherchant simultanément à m'ancrer dans la réalité physique et dans les géométries mouvantes de ce couloir abstrait. Et c'est alors que ma perception se fractura. Pendant une fraction de battement cardiaque, je crus apercevoir d'autres mains sur mes commandes. Mes mains, mais pas exactement. Des gestes trop brusques, hésitants à mes propres fantômes, comme des échos d'expériences parallèles. Univers miroir. Je serrai les yeux, mais les reflets persistaient, d'autres reculât, prises dans d'autres trajectoires, dérapant, percutant une épave, ou trop prudente, rebroussant chemin. L'espace même me mettait en garde par la multiplication de mes possibles. Un flux de données surgit sur l'écran central, lacéré de symboles brillants. Ce n'était ni le langage humain, ni un code intelligible par les réseaux standards. Les caractères pulsaient de périodicité gravitationnelle, un alphabet graviscal tel qui structurait la matière autour de moi. J'avais le sentiment que s'y trouvait une injonction.
L'ordre en filigrane était limpide malgré sa complexité, dense, ou disparaît. Mes muscles se crispèrent malgré moi. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un caprice personnel, les architectes, ou leurs héritiers mécaniques, avaient imprimé cet impératif dans la chair même de l'univers. Je n'étais pas seul. La voix de Kula résonna derrière mon épaule, basse, presque incrédule, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Il nous oblige. Je me retournai, découvrant son visage tendu, ses yeux fuyant les symboles, comme s'il pouvait consumer son regard. J'entendis le grincement de ses gants sur la paroi interne de la soute. Si nous refusons, souffla-t-elle, nous rejoindrons les débris de la ceinture de débris Kessler. Rien n'en reviendra. Et si nous obéissons? Rétorquai-je avec un rire amer. Tu penses qu'il suffit de danser leur ordre pour survivre? Un silence lourd s'abattit entre nous. Puis son bras agrippa le mien avec une ardeur désespérée. Nous n'avons pas le choix, reprit-elle. Mais je ne me plierai pas seul à cette mascarade. Le signal résonnait encore dans mes oreilles comme une pulsation qui n'appartenait pas au monde matériel. À travers les relevés gravitoniques, je voyais 3 lettres formées par la densité fluctuante des ondes, comme si la trame même de l'univers les avait écrites au burin, Kula. Mon prénom se répétait, sans voix, sans intonation, juste le poids d'un écho réinscrit dans la courbure de l'espace. Kula elle-même resta pétrifiée devant l'écran, ses doigts crispés sur les consoles, comme si elle venait d'être prise en faute par quelque observateur invisible. Je compris en un instant que les architectes silencieux ne nous invitaient pas seulement à danser, ils s'étaient déjà tournés vers elle, comme s'ils l'avaient toujours attendue. Je suivais son profil, découpé contre la clarté maladive des écrans, et je voyais ses lèvres trembler sans qu'aucun son ne sorte. Le murmure d'une ventilation se mêlait au chuintement du moteur topologique qui ajustait ses plis, et tout semblait suspendu, fragile, comme une bulle prête à éclater. Puis elle inspira brusquement et fut frappée d'un tremblement que je ressentis jusque dans mes propres nerfs, comme si nos chairs avaient été prises ensemble dans une onde commune. Ils savent mon nom, dis-je enfin, mais en vérité je pensais, ils savent ton nom. Elle hocha la tête, sans me regarder. Ses pupilles suivaient des tracés invisibles, peut-être ces lignes gravitationnelles qui découpaient le nexus comme des filaments de soie noire. Ce fut comme si une part d'elle tentait de répondre intérieurement aux architectes, non par le langage, mais par une modulation d'identité. Un frisson me parcourut, que se passerait-il si elle acceptait l'injonction sans nous en avertir? Soudain, la corvette elle-même se plia légèrement, une torsion minuscule que l'œil aurait pu négliger, mais que tout mon corps sentit par la perte de sens. Les parois se distendaient, le plancher oscillait sous mes bottes aimantées. Une situation normale dans le tissu plié de l'espace? Non. J'avais déjà traversé des distorsions topologiques, cela ne ressemblait à aucune d'elles. Ici, c'était une invitation physique. Il teste notre docilité, chuchota Kula. Si je réagis, si je danse avec le signal. Elle serra la bouche, et je vis dans ses yeux une flamme contradictoire, peur, fascination, ou peut-être reconnaissance. Comme si l'onde prononçant son nom avait touché une cordée intime qu'aucun humain ne devrait posséder. Je posai une main sur son épaule, hésitant à la maintenir ancrée à moi ou au contraire à la pousser vers sa destinée. La paroi vibra brusquement, comme si 1000 impacts minuscules venaient heurter le blindage. La ceinture de débris Kessler s'animait autour de nous. L'écran panoramique révéla l'étendue du chaos, épaves de satellites, plaques déchirées, munitions erratiques et mines de guet compensées oubliées. Toutes ondulaient sous une force étrangère, comme si une main invisible brassait violemment l'orbite. Je compris alors, les fragments eux-mêmes répétaient le nom, chacun vibrant sur une fréquence infime, chacun envoyant une lettre, un souffle. Le chant entier s'était fait litanie. Si je réponds, dit Kula d'une voix blanche, ils arrêteront. Elle parlait comme si tout cela avait été décidé dès l'origine, comme si sa mission n'avait jamais été d'explorer ni de mesurer, mais de prêter son âme aux architectes. Je reculai d'un pas, le cœur battant, incapable de savoir si je devais l'en dissuader. Mais déjà, de ses doigts plus sûrs que sa voix, elle introduisit une série de commandes dans la corvette topologique. Le vaisseau gémit et courba l'espace en une figure que je perçus comme une spirale déchirée. Les lumières se brouillèrent. Alors, pour la première fois, je vis l'univers miroir sans m'être aventuré dans la manœuvre. Devant la vitre transparente, l'espace s'ouvrait en 1000 images superposées. Des fragments de nous-mêmes dansaient à d'autres rythmes, courbés, flous, brisés. Des dizaines de Kula riaient, pleuraient, hurlaient tout en silence. Certaines s'inclinaient devant un auditoire invisible, d'autres fuyaient,
et d'autres encore tendaient leurs mains vers moi. Je ne pouvais plus nier l'évidence, le signal voulait son implication personnelle, sa présence érigée au centre du jeu. Et pourtant, une autre pensée se glissa en moi, si les architectes l'avaient désigné par son nom, n'était-ce pas parce que la corvette même avait chuchoté cette identité? Vaisseau et pilote étaient liés par un protocole d'empreinte neuronique. Peut-être n'appelait-il pas Kula seulement elle, mais le duo qu'elle formait avec la coque abstraite capable d'origami spatial. La spirale s'élargit. Nous fûmes aspirés le long d'une hélice de lumière grossissante, chaque vrille battant dans mes tempes comme un second cœur. Je savais alors ce que je devais accomplir, atteindre le noyau enfoui au centre de la ceinture de débris Kessler et y déposer la balise de résonance. Si je réussissais, nous pourrions détourner l'attention des architectes assez longtemps pour sauver d'autres équipages prisonniers. Ce but s'imposa avec la brutalité d'un ordre intime, comme s'il avait toujours été inscrit dans mes synapses. La mission cessa d'être abstraite, elle devint l'unique axe autour duquel s'organisait chaque respiration. À chacun des surgissements lumineux, ma cage thoracique vibrait comme une cloche. Les battements se superposaient, mes artères tambourinant à l'unisson des pulsations cosmiques. Il me semblait que ma chair se réglait peu à peu sur une fréquence extérieure, la cadence ordonnée d'une intelligence que je ne voyais pas encore, mais dont le rythme me guidait comme une transe où mes propres battements, martèle le champ de torsion se referma sur nous comme une mâchoire invisible. Les écrans vibraient, distordus par des angles qui ne pouvaient exister, tandis que la coque hurlait sous les pressions contradictoires. J'eus l'impression que mon corps se découpait en strates de temps superposées, chacune avec sa propre respiration, son propre battement de cœur. À ma gauche, Kula crispa les mains sur les commandes, son visage blanchi par la lumière spectrale qui se déversait des consoles. Elle ne se détourna pas de l'écran gravitationnel, les symboles mouvants répétaient encore et encore le mot qui nous forçait, danse, en une pulsation qui ressemblait à une menace autant qu'à une invitation. Je compris alors que CD signifiait entrer dans la logique d'entité dont je ne savais rien, et résister équivalait à être broyé dans ce champ. Il n'y avait pas d'issue linéaire. Seulement une spirale. La corvette se cabra. Je sentis l'espace se froisser à l'avant, un pli brutal qui détourna notre trajectoire et nous recracha dans une zone saturée d'épaves. La ceinture de débris Kessler déroula soudain devant nous son chaos figé, panneaux solaires mutilés flottant comme des vitraux brisés, carlingues creuses dérivant lentement, carcasses de satellites militaires arrachés à leur orbite. Toute cette armée de cadavres mécaniques dérivait sous la poussée muette de force que je percevais sans comprendre. Des lignes de gravité, fines comme des fils d'araignées mais lourdes comme des mondes, se tordaient entre les fragments, dessinant une chorégraphie invisible qui nous encerclait déjà. Ils ont préparé cela, murmura Kula, le regard fixe. Tout est disposé à l'avance, comme un piège. Sa voix était basse, mais je sentais la tension s'accumuler dans sa gorge. Je fixai le réseau gravitonique qui s'animait sur nos projecteurs. Des arcs lumineux reliaient certaines épaves, les reliant telles des perles suspendues sur une toile. Ce n'était pas du hasard orbital. Les architectes silencieux avaient planté ici quelque chose qui survivait à leur disparition. Ils veulent que tu suives le rythme, lui dis-je. Pas seulement ton vaisseau, mais toi. Toi en particulier. Elle me lança un regard presque hostile, puis se replia dans le silence, concentrée. Je savais qu'elle aussi reconnaissait la pulsation. Elle vibrait contre nos tempes, dans l'ossature même de la corvette. La structure topologique réagit à ce champ comme un marionnettiste à ses propres fils. Des failles de dimensions minuscules s'ouvrirent et se refermèrent autour de nous, dilatant la cabine comme si elle respirait. J'eus la nausée. Pourtant, plus la pression s'accentuait, plus une sorte de pattern logique se dessinait. Les forces qui nous tiraient ne cherchaient pas à nous détruire immédiatement. Elles nous poussaient à suivre, à entrer dans leur mouvement. Danse, répétait la pulsation, implacable. Les ombres des carcasses se mirent à glisser autour de nous. L'une d'elles, immense, était un thruster lunaire datant du 1er siècle de colonisation, ses turbines béantes flottaient vers nous comme les orbites vides d'un crâne titanesque. Une autre, plus lointaine, pivotait lentement, ses antennes émiettées traçant des cercles hypnotiques. Je commençais à avoir l'impression qu'elles battaient le rythme, que leur dérive se synchronisait avec une mesure plus vaste. Kula, ils nous utilisent comme un maillon dans leur projection, soufflai-je. Elle inspira lentement, puis fit un geste sec. Ses doigts danseurs sur les manettes composèrent un mouvement de pliage improbable. Le vaisseau chancela, mais réussit à se stabiliser dans le faisceau gravitationnel. Je sentis la pulsation changer, une note d'approbation, glaciale.
Chaque modification de géométrie correspondait à une réponse. Nous improvisions une réplique dans leur langue muette. Mais à chaque geste, je voyais le corps de Kula se cambrer, ses yeux se perdre quelques secondes comme si d'autres Kula, ailleurs, essayaient elles aussi leur interprétation de la danse. Elles voyaient leurs gestes, leurs chutes, peut-être leur mort. Les univers miroirs bruissaient en elles comme une rumeur de fantômes. Je voulus la retenir mais la corvette me submergea. Le moteur topologique vibrait avec un son profond et métallique, un battement de tambour primal. La coque ondulait comme une peau vivante, absorbant chaque changement de vecteur. Au dehors, les épaves répondaient en miroir, bougeant comme si des mains invisibles venaient de les réarranger. Puis une image apparut, projetée directement à travers nos instruments, un anneau noir, immense, s'effilochant dans les ténèbres. Ce n'était pas un artefact matériel, mais la figure du nexus gravitationnel lui-même, son squelette mathématique traduit en signes perceptibles. Au centre flamboya une serrure lumineuse, faite de courbes imbriquées. J'en compris aussitôt la fonction, une clé, un passage exigé par l'intelligence du vide. Mais autour de cette serrure gravitaient des ombres inattendues, silhouettes fuyantes qui semblaient mimer nos propres gestes avec un retard troublant. Leur danse projetait une vérité dissimulée, comme si chaque éclat de noir révélait une faille dans le tissu des dimensions. Par instants, le vide se plissait, laissant entrevoir un reflet inversé de nous-mêmes, suspendus dans une dimension miroir où nos visages n'étaient que masques de lumière. Alors montèrent les voix. Non pas des sons, mais une polyphonie interne, vibrant directement dans mes synapses. Elles chantaient la fracture des plans, l'impermanence des mondes. Les entités parlaient en énigmes, leurs mots s'entrelaçant avec les oscillations de la clé cosmique. Je sentis que chaque modulation correspondait à la combinaison d'un verrou invisible, un appel à franchir l'ouverture. Un seul geste d'inattention et je tomberais à travers ces failles, là où le miroir l'écho se découpla de moi comme une mue fragile laissée en arrière. Sa voix, que je reconnus comme la mienne mais ralentie, saturée de gravité étrangère, chuchota depuis un couloir du temps impossible, tu mourras dans 9 orbites. J'eus l'impression que mon cœur cessa une seconde de battre, happé par l'inéluctable d'une prédiction. Kula sentit le spasme à travers la synchronisation bioneuronale que nous partagions via la corvette. Ses yeux, projetés sur l'affichage holographique, se fixèrent brutalement sur moi. Elle ne parla pas immédiatement, le silence pesa jusqu'à ce que la coque elle-même gémisse contre les flux gravitationnels, comme pour le confirmer. 9 orbites. Le temps courait déjà. Je repris la main sur la corvette topologique. Les écrans affichaient un halo de lumière diffractée autour de la ceinture de débris Kessler. Le champ se contractait et se dilatait comme une membrane vivante, pulsant au rythme du nexus gravitationnel. Je ne bougeais pas, attendant que Kula prononce enfin ce que je voyais dans ses pupilles, miroir inversé de mes propres terreurs. Si 9 orbites sont tout ce qui reste, dit-elle d'une voix blanche, alors nous devons décider de ce que nous faisons de chacune d'elles. Je sentis le sol se dérober sous moi, comme si les unités de gravité interne cédaient. Kula voyait déjà la fatalité, non pas comme une chaîne mais comme une partition. Les architectes silencieux, à travers ce message, exigeaient notre danse. Mais quelle chorégraphie imposait-il ? Une pulsation de données sur l'écran répondit à ma question. Une frise de symboles gravitationnels se déploya, décrivant une suite de manœuvres impossibles, resserrer les replis de l'espace sur 3 cycles, inverser les lignes, puis fendre la ceinture elle-même comme une faille translucide. Ce n'est pas un simple avertissement, murmurai-je. C'est un mode d'emploi. Kula croisa mes paroles d'un souffle rapide. Mais une partition piégée. Chaque geste nous rapproche peut-être de leur but, pas d'une autre. Sa main glissa sur la console de brûlage inertiel. Sous nous, la corvette gît plus forte encore, ses trames de métal peinant à supporter les torsions de l'espace. Le premier pli, pourtant, obéit. Devant nous, l'espace s'ouvrit comme une fente sombre, reptilienne, qui absorbait toute lumière. Le champ de débris s'y écoulait à présent, comme si on avait percé une bonde dans la ceinture de Kessler. Dans ce gouffre apparurent des châssis métalliques que je ne reconnus pas immédiatement. Quand ils pivotèrent, révélant leurs silhouettes effritées d'antiques bâtiments spatiaux, je compris que nous étions déjà au bord du Nexus. Tout mouvement nous projetait dans la zone interdite, là où même la Lune n'osait pas promener ses sondes. Une pulsation secoua la corvette. Les capteurs hurlèrent brièvement. L'espace entier vibra comme une corde tendue, et je crus voir à travers le hublot une superposition de visages. Des visages de Kula, mais diffractés comme dans un prisme. L'une d'elles sourit amèrement,
une autre pleura sans regard, une troisième sembla me juger. Elle dansait déjà, prisonnière des architectes silencieux. Je secouai la tête, mais la vibration continua. Les orbites commençaient à s'entamer. Première, deuxième, chaque tour autour du nexus gravitationnel creusait l'empreinte de la prophétie. Je me hissai contre le tableau de navigation, tentant de corriger la trajectoire. Les débris heurtaient de plus en plus fort la coque. Serré dans son harnais, Kula se tourna vers moi. Nous ne survivrons pas si nous ne faisons que répéter leur danse comme des pantins. Il faut la détourner. Je savais qu'elle risquait tout ce qui restait de notre corvette, mais je lui fis confiance. J'activai les propulseurs de correction en désynchronisant volontairement le tempo prévu. La coque vibrante cria, des fragments de blindage se détachèrent dans le noir. Pourtant, une déchirure nouvelle apparut devant nous. Une déchirure non prévue par la partition des architectes. Kula Octa. Tu l'as vu? Une sortie latérale. Nous pivotâmes la corvette dans cet interstice instable. Les écrans fondirent sous l'avalanche de données incohérentes, mais dans la fente apparut une vision. Pas simplement un espace noir. Ce que nous traversions ressemblait davantage à une mémoire géologique, cristallisée en architecture de rayons gravitationnels. Des colonnes de force, imbriquées comme des arches antiques, se dressaient dans le vide. Et dans leur cœur, je perçus des signaux de présence. Les architectes silencieux avaient laissé ici plus que des machines. Des intentions subsistaient. Ou peut-être des fragments de conscience fossilisés. La corvette ralentit d'elle-même, comme subjuguée, attirée par une main invisible. L'anneau se mit en mouvement avant même que je ne puisse réagir, et j'eus l'impression qu'il me regardait. Chaque segment de cette colossale couronne se déploya comme une paupière inversée, libérant une cascade de particules lumineuses qui prirent aussitôt la forme de vecteurs gravitationnels. La corvette trembla dans leur étreinte, ses coques ployées sous la torsion de forces invisibles. Kula crispa ses mains sur les leviers, et je sentis son souffle haché résonner dans l'habitacle. Nous étions prisonniers, happés dans le cœur de l'activation. Au lieu de la mort immédiate que j'avais redoutée, un équilibre instable se tissa autour de nous. L'espace grinça, les étoiles basculèrent sur elles-mêmes comme des pièces de verre en suspension dans l'eau. Je savais, sans pouvoir l'expliquer, que cet anneau n'était pas seulement un moteur antique, c'était un instrument. Un balancier de gravité, pensé pour juger ceux qui oseraient s'aventurer dans la ceinture. Les architectes silencieux venaient d'ouvrir leur scène. Je perçus la voix de Kula, plus calme qu'auparavant, mais traversée d'une intensité opaque. Ce n'est pas un piège. C'est un appel. Ils veulent que nous jouions notre rôle. Je me retournai vers elle, d'un mouvement sec, frappé par la clarté inquiète de son regard. La corvette vibrait encore, mais obéissait. Les plis topologiques greffés au moteur nous maintenaient en expansion, à demi arrachés du réel, entre deux dimensions. Je compris qu'une seule impulsion pouvait soit nous détruire, soit nous emmener au-delà des limites cartographiées. L'écran frontal s'ouvrit alors sur une cartographie gravitationnelle que je ne pus comparer à rien d'humain. Chaque vecteur formait la syllabe d'une phrase silencieuse. Une série de pulsations nous encercla, se traduisant non pas en son mais en impulsions ressenties directement dans les os, danse ou disparaît. Pourtant, ce n'était plus une menace. Plutôt une invitation. Une mise en demeure. Je crois que je comprends, souffla Kula. Leurs messages ne sont pas des ordres, mais des portées. Des partitions. Ils nous demandent d'inscrire notre trajectoire dans leur langue. Autour de la corvette s'illuminèrent des arcs, des trajectoires potentielles dessinées comme des bras d'étoiles miniatures. Chacune vibrait différemment, chacune offrait une possibilité d'avenir. Mais je devinais que toutes ne menaient pas au salut. Les épaves de la ceinture dérivaient autour de nous à une vitesse irréelle. Des coques brisées, des satellites grignotés par les radiations, des mines oubliées tournaient sur elles-mêmes, comme des instruments en attente du chef d'orchestre. Je ressentis l'importance du moment, l'anneau nous transformait en solistes forcés, et tout le décor attendait notre premier mouvement. Je me laissai envahir par l'étrange certitude qu'un mauvais geste déclencherait le choc périgéal. Deux singularités en collision, et toute la civilisation lunaire balayée. Mais un geste juste, alors quoi? Serions-nous pardonnés, ou aspirer plus loin encore dans les labyrinthes des architectes? Kula me jeta un regard incisif, comme si elle avait lu mes pensées. Nous devons plier l'espace dans leur cadence. Tu sens ça? Ces pauses, ces silences? Ce sont des respirations. On doit y accorder nos manœuvres.
Je laissai mon esprit se détendre, malgré l'urgence. Les vecteurs pulsaient dans le noir, se transformant en battements. J'y reconnus presque un rythme cardiaque, lent, profond, d'une créature colossale. Peut-être celui de la ceinture elle-même. Mes mains se posèrent doucement sur le panneau de contrôle Airbien, les diodes tremblantes comme des cierges dans un souffle. J'actionnai le premier pli. L'espace se tordit, bascula, puis revint sur lui-même avec la douceur d'une vague. L'onde incontrôlable qui m'avait toujours terrifié se laissa guider, comme si elle avait attendu ce geste depuis des millénaires. Les carcasses alentour battirent des ailes, littéralement. Je l'ai vu s'animer, non point de mouvement mécanique, mais comme la répercussion d'une onde de lumière. Chaque reste métallique, chaque lentille brisée vibra dans exactement la même fréquence que mon geste. Kula accompagna ce premier pas par une inflexion latérale. La corvette pivota sur une diagonale improbable qui nous projeta à travers 3 strates d'espace en même temps. Je crus un instant me dédoubler, mes bras se dispersèrent en éventail translucide. Dans chaque reflet, j'étais encore moi, mais légèrement différent, plus vieux d'une seconde, ou traversé d'une peur que je ne ressentais pas encore. Elle sourit, une grimace de défi et de fascination. Tu vois? C'est une danse de miroirs. Si nous nous arrêtons, nous heurterons nos propres échos. La phrase résonna avec une évidence douloureuse. Car déjà, autour de nous, les fragments de la ceinture de débris Kessler dérivaient en spirale, comme attirés par le cœur invisible du piège. Les éclats lumineux se teintaient de vert froid et de rouge ferreux, comme si chaque couleur portait un verdict, l'espoir des anciens bâtisseurs ou l'avertissement d'une extinction imminente. J'avais appris que les architectes communiquaient par pulsations chromatiques, langage dont le moindre dégradé renfermait des siècles de mémoire. Leur répertoire n'avait rien à voir avec nos écrans de silicium, là où notre technologie déploie ses signaux linéaires, sculptait l'espace avec la lumière même. Et au milieu de cette danse luminescente, je me rappelais l'histoire de Kula, dont l'enfance avait été façonnée par les ombres d'un temple effondré sur une lune morte, berceau silencieux d'un savoir interdit. On disait que l'anneau n'était pas seulement un vestige, mais une clé oubliée, les débris ici accumulés, antiques et récents, formaient une archive de toutes les guerres orbitales que l'humanité le code ancien venait de se libérer sans que je puisse l'arrêter. Je vis les balises lumineuses de la console s'affoler, chaque module de la corvette se tordant dans des équations que je n'avais pas encore comprises. L'espace, sous mes yeux, plié sans prévenir, un passage s'était ouvert, violent, involontaire, comme si mes doigts avaient cédé leur autorité à une mémoire antédiluvienne plus puissante qu'eux. La coque vibrait, non pas brisée, mais traversée par un réseau de tensions contradictoires, elle chantait une polyphonie fractale qui ne m'appartenait plus. J'eus le souffle coupé, et j'entendis dans le casque la voix de Kula, rauque, serrée, il nous y force, accroche-toi. L'horizon se fissura. Plus qu'une courbe de fuite, c'était une déchirure instantanée entre le réel et son double renversé. Tout semblait basculer dans une matrice de reflets inverses, comme si l'espace n'était qu'une carcasse brisée dans la ceinture de débris Kessler et que nous étions aspirés à travers les arêtes saillantes du vide. La corvette suivait, obéissant à son code profond, ses propulseurs topologiques se dépliant comme des origamis se disloquant de trop de pliures. J'avais peur que l'échine du vaisseau ne rompe, que l'oppression gravitationnelle ne transforme nos corps en ombres pulvérisées. Je crus apercevoir derrière les vitres blindées l'immensité immobile de la ceinture, carcasse béante de stations rongées par les radiations, satellites dérivants colmatés de plaques improvisées, mines mécaniques qui lentement tournaient comme des fauves endormis. Puis tout se diffracta. Ce fut le plongeon brutal dans un pli du nexus gravitationnel, une arborescence comme tracée à partir d'un alphabet sans voyelles. Kula respirait fort derrière moi. Ses mains tremblaient légèrement mais elle n'abandonnait pas les leviers du gouvernail topologique. Elle me lança un regard vif, d'un vert trop clair dans la pénombre des écrans, et déclara, ce n'est pas un passage accidentel. On a été orienté vers ça. J'hochai la tête, incapable de dire autre chose. Les architectes silencieux venaient d'émerger, pas en tant que forme matérielle, mais comme vecteurs, comme contraintes irréversibles. Les écrans affichaient alors une suite de diagrammes gravitationnels, des spirales entrelacées entremêlées de faisceaux lumineux. Ces dessins se répétaient dans toutes les strates de l'image, occupant simultanément la dimension de la profondeur et celle du temps. L'injonction, dense, se répercutait dans mes synapses, mais elle n'était plus faite de mots, c'était une traction directe sur mes perceptions, un fil qui manipulait mes réflexes. J'avais l'impression que mes mains, mes muscles, mes nerfs n'étaient que les prothèses fragiles d'une pensée étrangère. Nous devons apprendre leur rythme, murmura Kula avec une fermeté qui me glaça.
Son visage se creusait d'ombres multiples dans le halo intermittent des moteurs. Elle savait, comme moi, que tout refus direct signifierait dissolution. Alors nous avons laissé la corvette respirer d'elle-même, comme une créature ramenée à la surface après des éons de sommeil. Ses champs magnétiques palpitaient, cherchant l'accord. À travers la passerelle, l'horizon n'était plus fait d'étoiles, mais d'interférences mouvantes. Des échos de nous-mêmes, démultipliés, y dansaient en spirale concentrique. Je distinguais des culas différentes, peut-être de futurs ou d'autres mondes. Certaines semblaient me fixer, l'œil glacé, comme si elles n'avaient jamais choisi la mission. D'autres riaient nerveusement, penchés sur d'autres consoles, sur d'autres équipages. Leurs gestes composaient une chorégraphie que je sentais de plus en plus contrainte, une partition que nous devions apprendre, sous peine d'anéantissement. La ceinture de débris Kessler réapparut par fragments déchirés. Soudain, des masses d'épaves noyées entrecroisaient leur trajectoire dans une lente collision. Des plaques de blindage flottaient, heurtant la corvette à travers des coups sourds, comme pour rappeler que le corps matériel n'était pas moins dangereux que l'abîme des symboles. Une vieille station militaire glissa dans notre champ visuel, son ossature éclatée en spirale, comme un écho macabre au diagramme inscrit par le message ancien. Je me rendis compte que ces ruines, par leur disposition, composaient déjà une sorte de balisage, un champ de symboles conçu par des mains disparues, une partition pour un orchestre de débris. Ils ont organisé ça depuis des siècles, souffla Kula. Son regard balayait l'extérieur, fasciné. Chaque collision, chaque dérive. Elle fait partie de leur danse. Elle serra plus fermement les leviers, et je me sentis happé vers ce qu'elle avait compris. Un mécanisme qui dépassait la simple ingénierie, l'agencement de la ceinture en instrument cosmique. La corvette vibra sous l'impulsion d'une onde souterraine, comme si la ceinture elle-même répondait à notre présence. Je compris que notre mission n'était pas seulement d'explorer mais de traduire cette partition colossale, d'en déchiffrer la logique avant que le chaos des épaves ne nous écrase. Mes synapses résonnaient presque physiquement, comme si chaque signal envoyé par le vaisseau trouvait son écho dans mon système nerveux. Les balises lumineuses que nous avions jetées à la dérive ne faisaient qu'accentuer ce sentiment, leurs pulsations s'alignaient mystérieusement sur le rythme imposé par la ceinture de débris Kessler. Chaque amas d'acier tordu semblait répondre à cette cadence, comme si les cadavres des vaisseaux perdus avaient été convoqués à une répétition silencieuse. Je me surpris à penser que ce n'était pas un cimetière, mais un amphithéâtre. Et que nous venions d'y être admis non pas comme spectateurs, mais comme interprètes forcés, embarqués dans une symphonie d'éclats et de trajects. Elle surgit dans mon cockpit comme une fissure dans un miroir, une Kula qui n'était pas la mienne mais qui portait la même respiration, le même tremblement du regard. Ses mains, des répliques exactes des miennes, vinrent frôler les commandes du pliage, et je sentis aussitôt la corvette se cabrer, réagissant à une volonté double. L'air vibra comme si le métal lui-même doutait de son identité. Je tendis mon bras à travers la lueur instable qui séparait sa silhouette de la mienne, mais elle me repoussa d'un geste sec. Dans ses yeux brillait une résolution effrayante, elle voulait assumer seule la danse imposée par les architectes silencieux, quitte à m'effacer de l'équation. Mon souffle se bloqua lorsque les parois du poste de pilotage se mirent à dériver, comme prises dans le roulis d'un océan invisible. Chaque levier, chaque cadran se dédoublait, flottant en surimpression autour de mon corps. Dans le silence, je perçus pourtant un battement sourd, la pulsation du nexus gravitationnel résonnant à travers mes os. Elle leva le menton, sa bouche s'ouvrant pour articuler un ordre que je connaissais par avance, comme si la réplique ne pouvait qu'obéir au destin que je refusais encore. Je m'élançai vers la console, mais ma main en reflet frappa le clavier de pliage avant moi. Le vaisseau se tordit dans une convulsion de lumière, et le vide au dehors bascula. À travers la baie panoramique, les ruines de la ceinture de débris Kessler cessèrent de tourner dans leur lente danse de carcasse, elles furent avalées par une spirale multicolore, une cataracte d'espace se déchirant sur elle-même. Nous venions de glisser à l'intérieur d'un feuillet topologique que nul n'avait décrit jusque-là. La douleur me heurta en pleine nuque. Ce n'était pas physique, mais mental, comme si chaque souvenir que j'avais gravé de mon enfance orbitale était tiré hors de moi pour être recombiné dans une autre trame. La réplique de moi-même paraissait jouir de cette agonie, son visage étiré par une satisfaction glacée. Mais je sentis que ce n'était pas elle, pas vraiment. C'était un masque façonné par les architectes pour m'éprouver, une incarnation de ma propre tentation de céder le contrôle, d'abandonner toute responsabilité entre les mains d'autrui. La corvette se mit à osciller. Dans les couloirs latéraux, des alarmes muettes clignotaient, prévenant d'une collision imminente. Mais ce n'était pas contre un objet ordinaire. Là,
dans le feuillet parallèle, je vis croître une figure géométrique impossible, un polyèdre de gravité, se déployant dans toutes les directions à la fois. À mesure qu'il enfla, je compris qu'il représentait le choc périgéal en miniature, comme un avertissement miniature de l'explosion imminente des orbitales autour de la Lune. Je fis un pas vers elle, heurtai son ombre, et ce fut comme entrer dans un brouillard d'eau glacée. Ses traits se brouillèrent, ses yeux me transpercèrent. Elle répéta l'injonction, mot pour mot, danse, ou disparaît. Cette fois, son timbre résonna non seulement dans mes oreilles, mais aussi dans le métal du cockpit, dans les fibres synthétiques du siège, dans mes propres synapses. Je compris alors que ce n'était pas une imitation qui me faisait face, mais une projection. Les architectes silencieux avaient tatoué mon esprit de ce double pour m'entraîner ou m'abattre. Ma rébellion fut pure impulsion. Je me jetai sur les commandes et déclenchai une torsion impromptue, un pli du tissu spatial que ni ma réplique ni mes supérieurs n'auraient envisagé. L'espace devint instantanément élastique, se ployant comme une feuille sous des doigts invisibles. Je perdis le plancher sous mes pieds, mes organes se renversèrent, et je crus un instant que mon corps allait se retourner comme une carapace. Pourtant je tins bon, maintenant mes paumes plaquées sur les leviers. La projection de moi-même chancela. Sa silhouette se fissura comme du verre saturé de tension interne. Elle voulut résister, mais la manœuvre improvisée l'empêtrait dans son propre paradoxe. Alors, brusquement, son cri s'étendit dans toute la corvette, non comme un son mais comme une onde gravitationnelle qui fit vibrer les murs jusqu'à la fusion. Puis elle disparut. Je restai seul, haletante, les mains crispées, tandis que le vaisseau nous expulsait du feuillet parallèle. La vision de la ceinture de débris Kessler revint peu à peu, familière mais irrémédiablement altérée. Les épaves ne flottaient plus en désordre, elles avaient été réarrangées, comme si une main titanesque avait sculpté des constellations de métal et de rouille. Ce n'étaient pas des débris, mais des glyphes, des lettres d'une écriture orbitale saturant le vide. Je laissai mon regard balayer ce langage gravé dans le néant, chaque fragment d'acier vibrant d'un sens que je ne pouvais encore saisir. Un grésillement sinistre éclata dans les conduits arrière, l'alarme du cœur énergétique. Je compris aussitôt au sabotage. Quelqu'un à bord avait trafiqué les régulateurs, et c'était trop précis pour être un accident. Avant même que j'aie eu le temps de lancer une contre-routine, les senseurs m'affichèrent le profil net d'un vaisseau ennemi surgissant derrière les glyphes. Sa coque anguleuse se détacha du chaos métallique comme une bête de proie, et je sus qu'il s'approchait non pas pour dialoguer mais pour achever ce que la trahison interne avait commencé. Alors, un murmure circula dans les couloirs pressurisés, la rébellion grondait. Certains membres d'équipage, las de missions suicidaires dictées par des officiers aveugles, avaient choisi leur camp, ou bien n'en avaient jamais quitté un autre. Je serrai mes mâchoires, le temps se disloquait en battements. L'instant où je déclenchai la manœuvre fut marqué par une note sourde qui vibra jusque dans mes os, un grondement étouffé que la coque traduisait en spasmes métalliques. L'espace se plia comme une voile trop tendue, et à travers les hublots de la corvette, je vis la ceinture de débris Kessler tourner sur elle-même, balayée d'un flux invisible. L'onde de gravité jaillit, et je compris aussitôt que l'effondrement était imminent. Les épaves dérivantes commencèrent à se rapprocher, attirées vers un point unique que je n'arrivais pas encore à distinguer, comme happé dans la gorge d'un trou de lumière inversé. J'entendis la respiration haletante de Kula dans l'intercom, brève confirmation que nous sentions la même menace, et que cette danse imposée allait commencer. La corvette topologique vibra de chaque fibre. Les circuits quantiques hurlaient en silence, saturés d'équations qu'ils tentaient de résoudre sans parvenir à suivre la cadence du nexus gravitationnel. Je regardais l'écran, où l'amas de symboles continuait de se reformer, des glyphes mouvants tracés en courbes impossibles. Danse. Soufflèrent-ils encore, comme si l'ordre était renouvelé chaque seconde, tatoué dans la trame même de la gravité. J'hésitais entre céder et résister, mais voix de Kula me guida. « Tu sens la logique derrière » murmura-t-elle. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Ces mots coulaient, basse fréquence dans ma conscience, résonnant davantage que le tumulte physique autour de nous. Ils ne veulent pas détruire. Pas tout de suite. Ils veulent nous observer. Son intonation contenait quelque chose d'inflexible, comme si déjà elle avait accepté les règles du bal. Je laissai mes doigts courir sur les commandes. Les leviers ne répondaient pas mécaniquement, mais par une souplesse étrange, comme si le vaisseau lui-même hésitait. Il paraissait écouter un autre ordre que le mien. La corvette topologique avait toujours été conçue pour s'accorder à l'esprit du pilote, pour que ses intentions se réfractent en trajectoire. Mais à présent, j'avais le sentiment qu'une seconde volonté s'imposait, invisible et ancienne,
plus anciennes que nos colonies et nos guerres. Les débris autour de nous s'alignèrent alors dans une danse propre, tétraèdres brisés, planches arrachées, satellites morts agencés en spirale. Tout ce qui flottait semblait soumis à une chorégraphie d'une précision surnaturelle. Chaque rotation se liait à la suivante, dessinant dans l'espace des cercles concentriques qui s'emboîtaient comme des fractales vivantes. Je tentais de détourner l'œil, mais la beauté de ce mouvement m'agrippait l'âme. Le sol sous mes pieds vibra, la corvette reproduisait l'élan. Une inclinaison subtile, puis une vrille. Kula était derrière le manche, mais ses gestes étaient prolongés par quelque chose d'autre, l'emprise des architectes silencieux. Sa nuque était lisse, tendue, et la sueur y brillait comme une constellation réduite. Je perçus le battement de son cœur à travers notre lien neural, lourd, dramatique, mais sans peur. Si nous refusons la danse, dit-elle, nous serons écrasés avec le reste. Ses yeux restaient fixés sur la projection gravitationnelle, pupilles dilatées, fascinés par l'élan des lignes. Alors il ne reste qu'une voie. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas d'un ballet spatial, ni d'une simple simulation imposée. Cette chorégraphie était une langue. Un message. Chaque inclinaison de masse, chaque attraction réglée, renvoyait un mot, ou peut-être une mélodie physique que seule une perception étrangère pouvait entendre en entier. Les architectes silencieux nous forçaient à devenir syllabes de leur récit. L'effondrement s'accentua. Une partie de la ceinture s'enroulait déjà vers le centre d'appel, comme une marée tournée vers un puits d'air. Les capteurs enregistraient des forces supérieures à toute prévision. Si la tension se déversait, la vague se propagerait jusqu'aux bases lunaires, balayant en cascade les orbites saturées. L'humanité entière recevrait le contre-coup, frappée par une onde de gravité répercutée comme un gong autour de la Terre. Kula esquissa un mouvement, un geste minime que la corvette traduisit en courbe immense. Nous venions d'entrer dans la danse. La coque suivit une spirale, et les éclats environnants imitèrent notre cadence comme s'ils nous attendaient, chacun reprenant la note lancée. Tout autour, les fragments de vaisseaux se mirent à scintiller, frappés par les collisions de micrométéores libérés. Ce n'était plus un champ de ruines, mais une salle de bal cosmique, silencieuse et terrible. Un instant, je crus percevoir leur silhouette. Pas matérielle, mais suggérée dans le vertige des courbes. Les architectes silencieux apparaissaient comme des nervures de lumière, tracées par l'alignement des coques arrachées et des éclats dérivant à l'infini. Le but m'apparut alors avec une brutalité presque douloureuse, avancer non pas pour traverser la ceinture de débris Kessler, mais pour écouter ce qui, derrière l'entrelac de ruines muettes, voulait encore se dire. Le rythme soutenu de ma respiration dans le scaphandre s'accordait à celui des pulsations d'alerte, créant une musique âpre et cyclique, battement primitif qui me liait au métal mort environnant. Une voix interne, ténue, s'insinua dans ce concert improvisé, elle ressemblait à un écho de moi-même, sévère et clair, me répétant qu'il fallait saisir l'intention cachée dans ce chaos, sans quoi la dérive consumerait. Ma mémoire surgit d'elle-même, indocile. Les sessions d'écoute jadis imposées par Kula revinrent à la surface, exercice de concentration où la moindre variation d'un bourdonnement devenait message. Ici, dans ce silence peuplé d'impactés.